déjà, le fait, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Quand j'ai entendu les propos préliminaires sur le réseau INTI, ça m'a confirmé un petit peu l'image que j'avais, c'est-à-dire que donner la parole à un acteur territorial dans un colloque universitaire, c'est vécu comme un véritable honneur pour moi. Donc, je vous en remercie. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sur ce retour d'expérience sur la gestion des déchets sur le territoire du Grand Besançon. Alors déjà parce qu'on va essayer de ne pas retarder l'heure du déjeuner, puis après ensuite vous parler de déchets ou d'ordures ménagères juste avant le déjeuner, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais enfin, je vais essayer d'aller à l'essentiel quand même. Juste avant de rentrer sur le contenu, sur la journée d'hier, ça m'a permis d'échanger un petit peu, puis de découvrir votre problématique locale, et ça m'a amené plusieurs réflexions. Le dispositif ou les procédures que je vais vous présenter sur le territoire du Grand Besançon sont relativement récentes. Hein. Je vais vous parler de redevance incitative. C'est un dispositif qu'on a mis en place il y a 5 ans. Les impacts aujourd'hui sont mesurables, je vous le montrerai. Mais plus globalement, sur la gestion des déchets, l'histoire de la France, elle est très récente. Dans les années 60, dans les années 70, la gestion des déchets en France, c'était pas une grande préoccupation. C'était un petit peu... les paysages de Béjaïa que j'ai pu voir sur ces 2 jours, la France ressemblait un petit peu à ça. On rentrait dans une ère de grande consommation, on ne se préoccupait pas de la gestion des déchets. Aujourd'hui, on connaît l'impact des déchets sur la santé, on connaît l'impact des déchets sur la qualité de l'eau, on connaît l'impact des déchets sur la qualité de l'air, on connaît l'impact des déchets sur la qualité des territoires. Et quand on parle de tourisme, on se rend compte que c'est un élément essentiel. Ce qui veut dire que si nous, on a mis autant d'années en France pour prendre en main cette préoccupation majeure, je pense que vous devriez aller beaucoup plus vite. Parce que la prise de conscience, elle est là. Et que, finalement, on en discutait ce matin, la situation de l'Algérie par rapport à la gestion des déchets, c'est ni plus ni moins l'état de la France dans les années 60-70. Nous, on a mis du temps. Je pense que vous irez beaucoup plus vite que ça. Et sur l'essentiel de la communication que je vais vous faire, finalement, tout ne se fait qu'en prenant en compte 3 éléments essentiels et qui recoupent complètement les échanges qu'il y a pu avoir depuis le début de la matinée. C'est-à-dire qu'il nous faut un espèce de cocktail pour que ça fonctionne, dont le premier, c'est une volonté très forte de la puissance publique qui doit accompagner le dispositif. Le deuxième, Cyril en a reparlé beaucoup, c'est l'engagement des citoyens. Et vous verrez quels outils on a pu mettre en place, mais c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation, et puis la mobilisation des acteurs locaux. Si on n'a pas ces 3 composantes, on n'y arrivera pas, ça sera de l'illusion. Et puis, une chose importante, ça peut paraître un peu naïf, ma première diapo peut être un peu naïve, mais j'ai préparé cette présentation avec la direction de la gestion des déchets du Grand Besançon, et j'ai compris très rapidement que cette phrase-là, pour eux, était essentielle, c'était pratiquement leur génome, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout agent qui intervient sur le territoire, sur la gestion des déchets, n'a qu'une seule préoccupation, c'est de satisfaire les usagers. Je vais vous montrer comment les métiers ont évolué. Vous savez, on dit a priori, normalement, les humains ne sont pas réticents au changement, ce qu'ils détestent, c'est qu'on essaye de les changer. Et là, il a fallu changer les gens, parce qu'il a fallu changer des images, changer des pratiques, donc changer toute la politique de gestion des déchets. Donc, quel que soit le propos que je vais tenir, il faut savoir qu'à un moment donné, c'est toujours l'usager, c'est le citoyen qui est au cœur du dispositif et que la seule préoccupation qu'on a, c'est de l'amener à un niveau de satisfaction important. Alors en quelques mots, le territoire du Grand Besançon, c'est 70 communes, c'est 178 000 habitants, hein, donc c'est-à-dire 80 000 foyers qui aujourd'hui financent cette fameuse redevance incitative dont je parlerai tout à l'heure. Pour ça, on a à peu près 120 agents qui interviennent sur ce processus-là, des éléments de budget qui vous donnent juste à peu près les éléments de contexte. Ce qui est intéressant, alors c'est pas très lisible, mais c'est juste pour vous donner une image, c'est un des objectifs, il y en a d'autres, mais un des objectifs majeurs qu'on s'était fixé, c'est-à-dire vous avez les courbes de
progression au fur et à mesure des années de la production des déchets des ordures ménagères et la production des déchets recyclables. Et on se rend compte que le système mis en place fait que tout doucement, la quantité de déchets effectivement diminue, ce qui était bien l'objectif. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de traiter tous les déchets, mais effectivement d'arriver à diminuer la quantité de déchets. Ce qui veut dire que pour ce faire, on a dû commencer par changer nos métiers. Vous verrez que je vous ferai un petit clin d'œil technique sur aujourd'hui ce que sont nos bennes à ordures ménagères. Nos conducteurs de bennes aujourd'hui sont quasiment devenus des, je ne veux pas dire des ingénieurs, mais en tout cas des techniciens de la gestion des déchets. Et nos personnels qui sont derrière les camions, qu'on appelle des rippers, sont devenus des ambassadeurs auprès de la population. C'est-à-dire les métiers ont évolué. C'était pas simple parce que souvent on était en face de personnes à faible niveau de qualification et qu'il a fallu faire monter en compétences de manière très importante. On a des ambassadeurs du tri, je vous en parlerai. Bien évidemment, la mise en place d'une police des déchets, je vous en parlerai. Donc de la revalorisation du pouvoir de police du maire qui accompagne tout ce dispositif. Alors, comme je suis qualiticien à l'origine, je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire un petit logigramme pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est pas facile à lire, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que représente le flux des déchets chez nous. Donc, sur les chiffres de l'année dernière, à peu près 75 000 tonnes de déchets sont produits par nos 80 000 foyers. Et sur ces 74 000 tonnes, l'intérêt, c'est d'essayer de diminuer le plus possible les déchets résiduels. Donc pour ce faire, il n'y a pas de système magique, c'est d'arriver à faire de la collecte sélective et, j'en parlerai après, de mettre en place des systèmes de points d'apport volontaires pour les citoyens, de manière à ce que le citoyen devienne acteur de la gestion du déchet, avec toute la gestion que ça incombe. Donc vous voyez que nos 74 000 tonnes de déchets, ils sont seulement 28 tonnes vont finir en déchets résiduels, tous les autres vont utiliser des filières un peu différentes et vont être traités. Vont être traités de quelle manière? Premier élément essentiel, deux composantes, un centre de tri, et là, centre de tri, ainsi que l'usine d'incinération, c'est un syndicat intercommunal qui le gère, donc c'est plus tout à fait la compétence directe de ma collectivité. Donc, on va incinérer une partie, et on va en trier une autre partie. D'accord? Et pour finir, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ce qui sort de l'usine d'incinération, donc on va avoir une petite tonne de déchets dangereux, c'est-à-dire les anciens CET, c'est-à-dire la partie qu'on essaie de faire diminuer au maximum, qui devrait normalement tendre à disparaître. Une partie va être réutilisée en technique de mâche-fer sur la voirie. Et puis notre usine d'incinération permet de fabriquer un réseau de chaleur de tout un quartier de la ville. Donc on produit de l'électricité, du chauffage avec ça. Et ensuite, on a un système de déchetterie qui maille tout notre territoire. C'est-à-dire, il faut que la déchetterie soit au plus proche des lieux de vie des habitants. Donc tout le territoire est maillé par un réseau de déchetterie où ce sont effectivement les usagers qui font eux-mêmes le tri des objets qu'ils viennent déposer dans ces déchetteries. Donc, et la plupart de ces éléments sont derrière immédiatement valorisés. Alors, il y a un paradoxe sur le tri des déchets. Le paradoxe, c'est que, a priori, quasiment tout est recyclable si les filières de recyclage existent. Et pour qu'une filière de recyclage existe, il faut que le tonnage de déchets produits soit suffisant pour intéresser un entrepreneur. Donc aujourd'hui, vous avez une bourse du coût du déchet par filière. Donc on essaye de trouver des filières qui peuvent reprendre une partie des déchets. On a fait un gros bond qualitatif quand aujourd'hui on a décidé de recycler tous les polymères, parce que le plastique est un vrai souci. Hein, certains ne sont pas recyclables, d'autres sont recyclables. Donc aujourd'hui, on a réussi pratiquement à permettre le tri de l'ensemble des emballages. En gros, un usager sait que tout ce qui est un produit emballant est un produit qui va être recyclé. Et je voudrais que derrière, il y a des grosses incitations financières pour les usagers eux-mêmes. Alors, le système de tri, juste un petit focus, alors c'est pas pour vous faire un cours sur les bennes à ordures ménagères, mais pour vous montrer comment les métiers ont changé.
nos bennes à ordures ménagères sont des véritables aujourd'hui ordinateurs roulants. C'est-à-dire que chaque container d'ordures ménagères est équipé d'une puce informatique qui est reconnue par notre benne, et en temps réel, notre benne va calculer le coût de la levée, le poids des déchets, et envoyer directement via notre chauffeur des éléments de calcul à notre centre de supervision qui va, poubelle par poubelle, être capable de mesurer la quantité de déchets produits, donc, vous le verrez après, de facturer directement à l'usager. Alors imaginez, juste, je ne vous parle même pas des rippers qui sont derrière, qui font de l'analyse des déchets qu'ils collectent, mais les chauffeurs qui aujourd'hui ont une console informatique dans leur camion et qui vont être en communication permanente avec nos services administratifs pour nous renseigner de ce qui se passe exactement sur le terrain. Je vous ai mis quelques images, quelques slides. Alors sachant que pour la petite histoire, on doit être la seule ville en France aujourd'hui qui fait de la facturation avec un double système qui est le nombre de levées et la pesée de la poubelle. Techniquement, je vous promets qu'on s'est fait des cheveux blancs sur le système, c'est extrêmement complexe, mais c'est le système le plus juste qu'on ait trouvé. Alors, ça c'est complètement illisible, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on a en cellule de supervision, c'est-à-dire chaque ligne correspond à une levée d'un camion. D'accord? Et c'est-à-dire qu'en temps réel, dès qu'un camion va lever sa benne et peser une poubelle, les informations captées par la puce vont être envoyées et le chauffeur va compléter par des informations situationnelles, des informations de contexte. Donc on a cette vision... voilà. Alors les puces... Non, j'en avais une. Oui. Le petit objet... Voilà. Le petit objet magique, c'est ça. Standardisé, qui est accroché sur toutes les poubelles, qui nous permet à un moment donné de pister l'ensemble de nos containers sur l'ensemble du territoire. Voilà, ça c'était la petite magie de l'objet. Et ça nous permet en même temps, parce que les camions sont équipés de GPS, d'avoir en temps réel la tournée et de détecter en permanence toute anomalie ou non-conformité sur une tournée, et d'intervenir au plus vite. Et je vous montrerai après, effectivement, de détecter aussi les situations de ramassage d'ordures dangereuses, et entre autres, les marches arrière que peuvent faire les camions, qui sont en général source d'accidents. Nos accidents du travail sur ces métiers qui sont compliqués sont liés aux marches arrière. On a quasiment plus... Enfin, on détecte toutes les marches arrière qui sont faites par les camions en essayant de les comprendre. Ça peut être une erreur à un moment donné de positionnement, ça peut être un problème de circuit, donc on intervient automatiquement sur les roadmaps pour modifier ces circuits. Donc, ça semble sympathique comme système. Du point de vue humain, imaginez que c'était très complexe d'expliquer à nos agents des déchets qu'ils étaient pistés en temps réel à tout moment de leur tournée. On sait où sont les camions, ce qu'ils sont en train de faire. Et d'aller détecter, si on n'a pas un point vert, qu'on a un point orange, voire un point rouge, c'est qu'on a un problème sur le secteur qu'on analyse tout de suite. Autre élément, c'est le côté interface humaine et toute l'intelligence que ça apporte, c'est-à-dire c'est le chauffeur de la benne qui nous avertit en temps réel de la nature de l'anomalie qu'il va détecter sur le terrain. Une anomalie, ça peut être un bac absent, ça peut être un bac anormalement lourd, parce qu'on suit les productions de déchets de manière hebdomadaire. Ça peut être, à un moment donné, effectivement, une situation dangereuse, c'est-à-dire un camion qui a fait une manœuvre non appropriée, ou voire de déclencher, parce qu'il y a une anomalie un dépôt sauvage à un moment donné, de déclencher une procédure pour faire agir la police des déchets. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Toutes ces données, elles vont avoir en fait beaucoup d'utilité. Le chauffeur, lui, en temps réel, va nous donner, ce que je disais tout à l'heure, le suivi de la pesée, l'identification de la personne chez qui on ramasse le déchet. Il envoie son signal GPS, il nous donne des indications, le chauffeur est immédiatement averti si la poubelle a un poids anormal par rapport aux pesées standards qu'on peut avoir. Donc on a ce suivi en temps réel. Et puis, on peut suivre également en temps réel la flotte. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, systématiquement, dès que le camion revient, on a un débriefing qui est fait avec l'équipe qui nous permet d'engager, 1, les processus de maintenance, 2, les contrôles qualité, 2, d'avoir tous les éléments qui concernent la collecte,
Et puis, en permanence, on organise des réunions d'échange entre les services pour chercher des pistes d'amélioration continue sur ce dispositif. Chose essentielle, qui est complètement nouveau, qui a transformé nos métiers, c'est que comme nos bennes sont en liaison en temps réel avec nos services, un usager aujourd'hui qui appelle parce que sa poubelle n'a pas été ramassée, parce que quelque chose d'anormal est sur la voirie, nos services au siège sont capables immédiatement de renseigner l'usager. Voir effectivement une erreur de tournée, le camion n'est pas passé au bon endroit, on corrige immédiatement. Donc ça a été un point fort de notre dispositif, c'est-à-dire on n'a plus aucun agent des déchets qui est obligé de répondre à un usager, écoutez, je vais me renseigner, je ne sais pas. Ce qui, en général, c'est ce que l'usager attend. Vous savez, quand on va voir quelqu'un dans un service administratif, on demande à voir le chef pour être sûr d'avoir une réponse. Là, nos agents opérationnels, ils ont toutes les données en temps réel et ils peuvent répondre, quoi. Ensuite, les données sont communiquées au service de la collecte chez nous, qui met à jour, qui fait tout le suivi sécurité des tournées, et qui peut mettre à jour en temps réel les roadbooks, c'est-à-dire modifier les tournées des camions en fonction des éléments qu'on a pu voir, quoi. Ces données sont utilisées également sur notre service observatoire, qui, lui, alors fait une chose importante, c'est-à-dire va faire toute la supervision des tournées, va faire tous les diagnostics des camions, et puis surtout va préparer la facturation. Je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'était un peu le nerf de la guerre. Et enfin, toutes les données sont collectées par un service qualité qui fait plutôt du contrôle de production, qui va détecter les éventuelles pollutions de bac, ça je vous en parlerai aussi, qui à un moment donné va calculer des densités de déchets anormaux, et puis qui va éventuellement déclencher des enquêtes, c'est-à-dire déclencher le service le pouvoir de police, parce que on a à un moment donné détecté un élément contentieux. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, et tout tient là-dessus, sur finalement la redevance que nos usagers payent. Je vous ferai un petit zoom sur la redevance, mais aujourd'hui, les usagers du territoire ont l'assurance de payer exactement la contrepartie de ce qu'ils produisent en déchets. Il y a un nombre de levées de bac qui est gratuite, au-delà, c'est facturé, et le poids des déchets qui ont été mis dans les containers est facturé au kilo près. Donc, sous-entendu pour l'usager, moins il produira de déchets, plus la facture sera allégée. D'accord ? Donc aujourd'hui, la facture, c'est quoi? C'est le contrat, c'est-à-dire c'est le service. Je vous montrerai comment on répartit le contenu. C'est tous les frais de maintenance de notre parc véhicule, de nos personnels, de nos enquêtes, etc. Et puis, c'est la fameuse interface avec nos camions, c'est-à-dire on reprend numéro de puce par numéro de puce, le nombre de levées qui a été fait, la pesée, et éventuellement, parce qu'on a mis à disposition de tous les citoyens un deuxième bac, qui est un bac dans lequel ils mettent les recyclables, ce bac est analysé. Si le bac est pollué, il est levé par le camion qui prend les ordures ménagères, donc il est facturé. Donc, ce qui sous-entend que nos usagers ont intérêt à faire un tri parfait. Si un élément se trouve dans le bac jaune, qu'il aurait dû être dans le bac gris, c'est l'ensemble du bac jaune qui va être facturé. En général, on ne le fait qu'une fois. Donc, il y a cette contrainte financière qui a quand même joué beaucoup. Et puis, comme vous le voyez, de toute façon, dans notre redevance, la base du contrat, alors peut-être, en gros, hein, je vous donne un tarif indicatif. Aujourd'hui, ça coûte à peu près 78 €, donc à peu près 80 € par habitant, par an, le coût de la gestion des déchets. Et dans ce coût de gestion des déchets, finalement, ce que les usagers ont l'impression de payer, c'est le poids de déchets résiduels. Ils payent en fait tout le processus de tri, de recyclage, de valorisation des déchets. D'accord ? Donc, et sachant que on a mis ça en place au départ, bon, tout bêtement par obligation réglementaire, hein, c'était le Grenelle de l'environnement, où on a une contrainte forte sur la diminution de la production des déchets, donc d'augmentation de la qualité du tri. Et puis surtout, on était placé devant un vrai problème d'investissement, c'est-à-dire qu'on avait 2 fours d'incinération et un four était arrivé en fin de vie. Donc le principe était, allons-nous engager
la construction d'un nouveau four avec les coûts d'investissement qu'il représente et la pollution que ça génère, ou mettons-nous un système en place qui nous évite de construire ce deuxième four. Donc c'est-à-dire qu'on diminue de 50% notre capacité d'incinérer les déchets. Donc il n'y a pas d'autre choix que de diminuer les déchets. Donc là, il y a eu un courage politique très fort en disant on ne construira pas ce deuxième four, on va mettre en place un système qui nous évitera d'avoir à le construire, donc de trier les déchets. Chose essentielle, et c'est un peu la force du dispositif, c'est toute la relation qui a été mise en place auprès des usagers. Je vous disais tout à l'heure qu'il était placé au cœur du service, que le service des déchets labellisé Marianne, qui est un certificat, un référentiel national sur la qualité de l'accueil des citoyens, mais les citoyens ont également accès à leur contrat et au suivi de leurs déchets en temps réel sur un portail citoyen qui est mis en place, que notre système d'information permet de leur répondre en continu, et puis surtout la mise en place, ce qu'on a appelé des ambassadeurs du tri, d'animateurs de compostage, de visites sur place auprès des familles, la mise en place d'une police des déchets, c'est-à-dire un dialogue continu avec les citoyens, une formation continue des citoyens, de la pédagogie continue, pour qu'ils deviennent acteurs du dispositif. Sur la partie process, les éléments qu'on suit aujourd'hui, c'est toujours en permanence, c'est notre fil rouge, c'est l'analyse des volumes et des natures des déchets. On a aujourd'hui quelques soucis sur l'habitat collectif, c'est compliqué de mobiliser l'habitat collectif sur la gestion des déchets. C'est la gestion et l'analyse des dépôts sauvages. Pourquoi on a des dépôts sauvages? Si un dépôt sauvage, c'est pas, il n'y a pas que la raison du côté non citoyen de la personne qui dépose, c'est parfois parce que il y a un trou dans le processus. Donc on analyse aussi les erreurs de tri pour essayer de les comprendre, le suivi des tournées, et puis un petit focus, parce que c'était assez intéressant, qui était sur les points d'apport volontaires. On est aujourd'hui, je terminerai là-dessus, pour donner un exemple de plan d'action avec lesquels on travaille avec les citoyens. On est, Besançon, un hypercentre historique où il est très très compliqué de faire circuler des bennes à ordures ménagères, c'est des petites rues, etc. Et les habitants du centre-ville n'ont pas de poubelles jaunes, c'est-à-dire de poubelles pour trier. La seule solution, c'est de mettre en place des points d'apport volontaires, c'est-à-dire expliquer aux usagers qu'ils ont intérêt à se déplacer avec leurs déchets recyclables pour les emmener aux endroits aux endroits appropriés. Et on surveille comme le lait sur le feu chaque point d'apport volontaire dans le centre-ville pour vérifier à un moment donné leur niveau de remplissage de manière à ce que le service soit assuré en continu. Donc vous voyez par exemple il y a un point noir au milieu de la boucle du Doubs qui est un point d'apport volontaire qu'on arrive à vider parfois 2 fois par jour, tellement il se remplit, mais on fait ce suivi en continu et du coup de rechercher des outils alternatifs. Donc on s'est posé la question en hypercentre de mettre en place des systèmes de tri enterrés ou aériens. Quand c'est enterré, c'est mieux, mais c'est compliqué quand on a des centres historiques où il y a des recherches archéologiques. Et de rechercher avec eux, avec les citoyens, les outils les plus appropriés, de manière à ce qu'ils les approprient. Alors un petit clin d'œil à ce que disait Cyril tout à l'heure sur le nudge, il ne suffit pas de mettre des points d'apport volontaires, encore faut-il mettre des points d'apport volontaires où les gens ne mettent pas spontanément n'importe quoi à l'intérieur. Donc on ait des espaces qui soient adaptés à la nature du produit qui doit rentrer dedans. Donc je prends l'espace du carton, dans la benne carton, on n'arrivera pas à faire rentrer une bouteille, on ne peut faire rentrer que du carton. Alors, donc on est un peu dans l'esprit du nudge. Donc, en un mot de conclusion, aujourd'hui on est classé parmi les territoires les plus performants en France sur la gestion des déchets, mais ça n'a été possible que parce qu'on a eu une volonté politique très très forte, un engagement fort de nos élus locaux sur ce dispositif. Les acteurs locaux, les associations ont été mises dans la boucle dès le départ, et 3 choses essentielles. Les citoyens eux-mêmes sont devenus les acteurs principaux de la gestion des déchets. Merci.